Il y a des cas dans lesquels on a besoin encore plus de technologie, de flexibilité et de puissance. Et c'est pour ça on a un super produit qui s'appelle Jeelastic Cloud. Et c'est là que Axel va prendre la main et vous expliquer quelle est la puissance de ce produit. Merci. Donc là, on se connecte en fait sur l'interface utilisateur classique de Jeelastic. Donc là, on est sur un produit un peu plus technique avec beaucoup plus de fonctionnalités que ce qu'on a pu présenter juste avant avec les serveurs cloud managés. Donc ça s'adresse aussi à un public un peu plus technique. Donc là, on va commencer par parler un peu des bases, de comment fonctionne cette interface. On va la découvrir ensemble petit à petit et on va essayer un peu de montrer les divers aspects qui font que c'est un produit assez puissant, à la fois technique, mais à la fois très simple d'utilisation. Donc pour commencer, on va créer ce qu'on appelle un environnement dans Jeelastic. Donc on clique ici. Et en fait, un environnement sur Jeelastic, ça se compose en fait sur une stack en plusieurs tiers, donc des étages. Donc l'étage classique, donc nœud d'équilibrage, celui qui va dispatcher en fait la charge sur votre serveur d'application. Donc là où par exemple vous allez déployer votre site web PHP ou votre site web Node.js et par exemple vous avez besoin d'une base de données, donc on arrive au troisième tiers où on peut déployer une base de données. Première grosse force du produit, c'est qu'au niveau des technologies qui sont disponibles, on a pratiquement tout ce qui est disponible sur le marché avec la plupart des versions disponibles en un simple clic. Donc Nginx, Apache, HAProxy, là par exemple on va mettre un Nginx. Donc là c'est bon, il est prêt à être déployé. C'est très très simple, surtout s'il y a des admins dans le chat, on se rend compte que bon, c'est pas aussi simple que ça quand on est en command line, mais là vraiment c'est tout bête. Donc là pareil, on va déployer un serveur Apache. Choisis la version, c'est cliquer. Je veux une base de données SQL, par exemple on a du NoSQL, on a tous les types de bases de données en fait qui sont disponibles. Pareil, plein de technologies, beaucoup de versions. On n'a plus qu'à cliquer. Là, on a préparé notre stack, donc notre environnement. Donc un environnement Jeelastic en fait, c'est juste plusieurs ce qu'on appelle nodes qui sont basés sur des technos de containerisation. Une autre force, si jamais on ne trouve pas notre compte avec les types de technos qui sont disponibles, on peut très facilement aussi en fait aller directement sur Docker. Donc c'est le repo officiel Docker Hub. Et en fait, on peut aller chercher des repos officiels. Par exemple, si j'ai besoin d'une image Debian, une image Ubuntu, juste une image très légère avec une version de Python particulière. Donc on peut utiliser la version publique, donc les repos qui sont publics, ou alors nos repos personnels. Donc là, pareil, on s'adresse sur des personnes qui sont déjà un peu plus techniques, qui ont des repos Docker privés. Et on peut l'importer, mettre sa clé et l'utiliser très simplement. Et je vais juste remettre, si je le retrouve, tiens, on va mettre un Node.js pour montrer qu'on peut changer très facilement. Voilà. Finalement, ça sera pas PHP, ça sera du Node.js. Autre aspect du produit, c'est au niveau des ressources. Donc sur Jeelastic, on aime bien parler de cloudlet. Attendez, je vais juste vous en mettre une, comme ça sera plus clair. Donc ça va représenter en fait des puissances appliquées directement depuis la machine physique, donc depuis le CPU. Donc ça va être, on va parler en fréquence, donc en hertz. Et en mégabytes pour la RAM. Donc ça c'est un aspect qui est assez spécifique à Jeelastic. Pour vous donner une image, pour vous faire une idée, on peut dire que, par le biais de quelques calculs, que 10 vCPU, donc là les vCPU ça parle à tout le monde, ça va correspondre à 48 cloudlets sur Jeelastic. Donc là c'est bon, on a les mots-clés, on sait à peu près à quoi ça correspond en termes de puissance. Maintenant on va parler un peu de tarification. Donc sur Jeelastic, ce qui en fait honnêtement un produit unique au niveau du cloud computing, c'est vraiment qu'on va pouvoir réussir à avoir un système où on va payer uniquement à la ressource qu'on utilise. Et donc si je comprends bien, c'est pas forfaitière, c'est à la demande. Exactement, c'est à la demande. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a deux types de cloudlets. Il y a la cloudlet réservée et la cloudlet dynamique. Donc on peut les setter directement sur notre environnement pour chacun de nos nœuds. Donc là par exemple, on est sur le nœud Node.js. Et en fait, les cloudlets réservés, on va les payer dans tous les cas. Donc elles sont réservées, on alloue directement les ressources au niveau du serveur physique et on peut allouer des cloudlets dynamiques. Et ce qui est vraiment fort, c'est que si la charge atteinte par notre serveur dépasse ce qui est alloué au niveau des cloudlets réservés, on va passer directement sur les dynamiques. Ça se fait automatiquement, on n'a rien à faire. Nous, on a juste en fait à prévoir le nombre de cloudlets qu'on va vouloir allouer dynamiquement. Et ça, c'est une vraie force parce que je vais donner un exemple concret qu'on détaillera un peu plus après avec une démonstration. C'est que si par exemple, moi j'ai un site, je vais dire une bêtise, de dropshipping et je m'attends à avoir une énorme charge avant Noël et que d'habitude, j'ai l'habitude d'avoir 1000 utilisateurs. Donc je sais que 1000 utilisateurs, quand j'ai fait mes tests, ça va correspondre à peu près 10 cloudlets réservés. Donc je sais que j'ai toujours 10 cloudlets de nécessaire. Je vais faire des tests de charge et je vais me rendre compte que quand je vais avoir 3000 utilisateurs de plus, je vais avoir besoin de 20 cloudlets en plus. Mais j'aurai peut-être 3000 utilisateurs, j'en aurai peut-être 2500, j'en aurai peut-être 2400. Et je vais prévoir en fait ici au niveau des cloudlets dynamiques 20 cloudlets en plus qui vont rentrer en compte que si la charge augmente et je vais vraiment me retrouver à payer
essentiellement la ressource que j'utilise. Si la communication est un flop et qu'en fait il n'y a pas du tout plus d'utilisateurs, Exactement. Tu payes pas un centime. Exactement. En fait, tu prends pas de risque à déployer une infra hyper complexe et à réserver des ressources parce qu'en fait, les dynamiques rendront pas en compte. Donc au final, tu t'y retrouves. C'est vraiment la plus grosse force du produit d'un point de vue tarification, sans parler de l'aspect UI, de l'aspect des nombreuses ressources qui sont disponibles qu'on va détailler juste ensuite. Donc là, on a parlé de scaling vertical, maintenant on va parler de scaling horizontal. Donc c'est-à-dire, là par exemple, je lui ai demandé d'avoir une seule réplique de mon serveur Node.js, mais en fait, si j'en veux 4, bon bah j'ai juste ici à appliquer 4. Et pareil, le nombre des cloudlets que j'ai indiqués seront réservés pour le nombre de scaling que j'ai mis. Et ça va se déployer avec 4 réplicas. Et le load balancer va tout seul load balancer le trafic. J'ai pas de configuration à faire. Et sans réfléchir. C'est-à-dire que je vais pas rentrer dans la configuration de mon Nginx pour essayer de faire en sorte, il faut qu'il envoie sur le serveur de backup. Rien à faire. Vraiment. Donc là, je vais juste en mettre que un. Comme ça, l'environnement va se déployer rapidement. On peut choisir le nom qu'on veut dans l'environnement. Alors ça aura une incidence sur l'URL en fait qui aura au-dessus. Parce qu'en gros, une fois que j'aurai déployé l'environnement, je vais l'appeler test. Voilà. Et en fait, ça aura une incidence sur l'URL de base de votre site que vous aurez déployé. Donc là, on aura juste l'exemple de Node.js. Mais si vous avez directement déployé sur votre code perso, ça sera l'URL qui l'aura. Donc ça, pareil, pas besoin de le gérer. Donc là, on appuie sur créer. Donc on a la création de l'environnement qui démarre. Hop. Donc là, je suis toujours sur mon interface. Donc là, on voit qu'il est en création. L'interface me prévient. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut suivre en fait toutes les tâches qui sont en train d'être appliquées par la plateforme pour la création de mon environnement. On peut avoir aussi vraiment le détail de ce qu'il fait, vraiment d'un point de vue API. Donc ça veut dire que l'API nous renvoie toutes les différentes paramètres qu'on a mis. Donc si on a mis une IP publique, une IPv6, le nombre de cloudlets, etc. Il y a vraiment tout quoi. Et en fait, ça évite à un développeur de passer toutes ces lignes de commande pour créer ses environnements de développement. Bah exactement, et surtout ça évite aussi à un développeur de devoir se débrouiller pour centraliser un peu toutes les informations de déploiement, tous les logs qu'il va générer quand il va faire ses déploiements, parce que ça il faut y réfléchir quand on n'est pas sur une interface un peu automatisée. Bah là, je les vois visuellement, mais aussi via l'API de Jelastic, on en parlera à la fin, on peut aussi récupérer tout ça et avoir un système centralisé, un historique très clair d'un point de vue vraiment command line de tout ce qu'on a déployé. Donc en fait, ça répond à tout le monde. Ça va répondre à la petite PME où on n'a peut-être qu'un seul développeur, un seul administrateur système. Donc là, c'est super parce qu'on peut tout gérer au clic, tout est centralisé. Et bien évidemment, comme l'a dit Thomas, tout est disponible dans nos data centers. On peut choisir, je vous ai pas montré, mais quand on crée un environnement, on peut choisir les régions. Donc là, j'ai choisi le DC3, mais on peut choisir le DC2. Donc vraiment, c'est comme n'importe quel produit cloud d'Infomaniac. Tout est géré dans nos data centers. On vend pas les données, le stockage, exactement pareil. Faut pas se fier juste à l'interface. En fait, c'est exactement comme les gros concurrents du GAFAM, sauf que c'est Infomaniac Made. Ouais. Et ça, c'est une vraie force. Là, on va passer à la partie vraiment incroyable, parce que là, comme vous avez pu le voir, on a dit quand même quelques mots techniques. Pour créer un environnement, on a parlé de stack, on a parlé de ressources. Ça peut être un peu effrayant pour certains utilisateurs, mais sur Jelastic, on a une marketplace. Alors en fait, la marketplace, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle des plugins et des add-ons. Un plugin, c'est une solution qui va déployer un environnement, comme je viens de le faire. Ça va absolument tout créer. Un add-on, c'est une solution qui va s'appliquer sur un environnement existant, comme je vous l'ai expliqué pour les cloudlets. Par exemple, si j'ai un nœud qui a 3 cloudlets de 7, mais moi, j'ai du mal à comprendre le système de cloudlets. Et par Infomaniac, on a développé un add-on qui permet de demander le nombre de corps qu'on veut. Donc là, par exemple, je peux mettre 10 et je peux choisir, hop, le nouvel environnement qu'on a créé. Je peux choisir le nœud que je veux, serveur d'application. Je lance, donc là je mets 10 et ça va me régler le nombre de cloudlets pour avoir 10 vCPU. Et là on est sûr qu'on parle la même langue de tous les services de cloud computing qui peuvent exister. Donc ça c'est ce qu'on appelle un add-on. Donc sur ce marketplace, on va aller dans la partie cluster et là ça va faire plaisir à tous les gens justement qui aiment bien déployer des CMS, du WordPress, etc. Parce qu'on a un plugin complet développé et maintenu par Jelastic qui nous permet de déployer en quelques clics sans aucune configuration un cluster haute disponibilité WordPress et on a même le choix aussi, donc ça va arriver, on peut choisir la stratégie de scaling. Alors ce qui est intéressant c'est que au lieu de parler en termes techniques, on parle en termes très concrets. Pas beaucoup de load, un peu de load, beaucoup de load. Et derrière, ça va vous installer un environnement comme vous avez pu le voir au tout début avec absolument tout ce qu'il faut. Et en fait, à la fin, vous aurez une pop-up qui va apparaître à la fin de l'installation qui va vous donner vos crédentiels admin, les différentes URL disponibles. On peut voir qu'on peut installer énormément de features en plus. Donc du CDN, du SSL intégré, énormément de choses. Donc c'est vraiment très très simple d'utilisation. Ce qui fait une bonne perche pour la suite de la présentation. Alors voilà, donc là mon environnement a fini de créer, vous avez vu ça a duré que quelques minutes. Donc voilà, il est ici. On peut se connecter en WebSSH dans n'importe quel des nœuds. On peut aussi faire de la customisation a posteriori, ici ou ailleurs, je vous montrerai après. Donc là maintenant, on va orienter la présentation sur deux petites démonstrations. Donc
une partie démo qui va s'orienter plus sur, je dirais, les petites PME qui n'ont pas spécialement beaucoup de temps à passer dans la R&D pour essayer d'appréhender des technologies comme Kubernetes par exemple. Donc on va présenter comment on déploie en 3 clics un cluster Kubernetes prêt à la production. On va montrer en 2 clics comment est-ce qu'on peut le faire scaler et aussi en quelques commandes comment est-ce qu'on peut aussi avoir le pendant admin pur, vraiment command line terminal. Donc pareil, ça se passe dans le marketplace, donc je l'ai préinstallé avant la présentation. Je peux vous donner un petit temps. Le cluster, une fois que j'appuie sur installer, il a pris 11 minutes à s'installer. Une fois que tu vas boire un café, je reviens, j'ai une pop-up que je vais vous montrer juste après et j'ai plus qu'à en fait commencer à tester Cube sans me prendre la tête et avoir la connaissance de comment installer Cube. Parce que ça, c'est une partie très très longue en R&D. Et oui, parce que il y a la partie appréhender Kubernetes, mais il y a une première partie, c'est comment je le teste. Comment est-ce que j'ai du Cube à moi pour pouvoir le tester. Donc là, on peut choisir la version. Donc tout est géré par Jelastic, donc la version de Cube. La topologie, alors ça, c'est est-ce que je veux un cluster de développement ou de production? En fait, ça va juste influer sur le nombre de serveurs, de workers, donc ce qui va héberger mes applications quand je vais déployer l'environnement. Donc moi, j'ai déployé un cluster de développement, donc ça veut dire que j'aurai un seul nœud. J'ai fait exprès, comme ça je pourrais vous montrer le scaling en fait. Voilà, je peux choisir le type d'ingress. On a quand même du bon choix. Parce que ça, idem, ça demande quand même des connaissances pour déployer un ingress correctement dans Cube. On va pas rentrer dans la technique de tous les éléments Cube, mais voilà, vous avez une bonne vue. Et je peux aussi ajouter des modules complémentaires. Donc ensuite, j'appuie sur installer. Et une fois que c'est installé, on a une petite pop-up qui apparaît comme ceci, qui en fait nous donne l'URL de notre cluster Cube, l'URL du Hello World, parce qu'il y a un Hello World qui est déployé, donc c'est une petite application web qui écoute sur le port 80, qui est déployée, et on a notre petit mot de passe. C'est ce type de pop-up qu'on va avoir pour chacune des choses qu'on va déployer depuis la marketplace. Alors hop, donc là le Hello World, donc parce que le cluster Cube est déjà déployé, et on a notre dashboard Kubernetes qui est automatiquement déployé, donc c'est la dernière version du dashboard. Et là en fait on peut voir l'ensemble de nos ressources, et en fait ça nous permet de manager notre cluster très facilement. Comme je vous l'ai dit, on est dans une équipe, on est 1 ou 2, c'est super. Et surtout pour une première approche sur la technocube, franchement il n'y a rien de plus simple, parce que là on n'est pas effrayé par toutes les recherches, toutes les connaissances qu'il faut avoir pour déployer un cluster, pour avoir mon dashboard, qu'est-ce qu'on comprend, etc. Nous, pour la présentation, on va juste s'intéresser donc sur la partie scaling. On va pas rentrer dans de la technique très profonde dans Cube, c'est pas le but. Donc là, on peut voir nos 2 nœuds. Donc on a un nœud master et un nœud worker. On va retourner du coup sur notre petit cluster Cube et on va le scaler. Alors, hop. Donc là, j'ai sélectionné mon worker et on voit que j'en ai qu'un seul. Bon, bah moi j'en veux 2 en plus. Je vais appliquer la configuration. Donc là, c'est pareil que quand on déploie un environnement. Il va charger, il va nous donner des petits messages pour nous indiquer où est-ce qu'il en est. Et évidemment, on peut suivre les tâches. Et ça aussi, c'est aussi agréable d'avoir ça, même quand ça marche pas. Parce que ça veut dire que, admettons, vous avez une erreur quelconque qui apparaît, vous avez un message d'erreur clair. C'est quand même plus facile d'aller vers notre support, en plus qui est local, avec des informations qui sont très précises. En plus, nous, on est vraiment formés sur les types d'erreurs qu'on peut avoir. Et du coup, la communication, même en cas d'erreur, elle est assez fluide. C'est une bonne transition, je trouve. Là, bon, on attend un petit peu. Il faut être un peu patient. Pareil, je pense que ça va durer 3-4 minutes, je dirais. Ce qui est long en termes de live, parce qu'on va se regarder dans le blanc des yeux, mais ce qui est extrêmement rapide dans le monde du travail, par contre. Parce que, idem, pour ajouter des workers à un cluster Cube existant, ça demande des connaissances, ça demande un certain niveau d'appréhension, ça demande aussi des tests. Là, je me suis posé aucune question, en fait. Tous les aspects liés à la sécurité et tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, tout est géré pareil as a service dans Jelastic. Jelastic aime bien s'appeler All as a service. Par exemple, je vais sur mon worker. Donc là, pareil, pour les personnes qui sont un peu plus techniques, en général, on va parler d'IP tables, par exemple. Là, je peux gérer très facilement mes règles entrantes. Donc là, elles sont déjà préconfigurées par Jelastic. C'est-à-dire qu'en fait, elles se basent sur toutes les normes classiques des divers produits de cloud computing, voilà, pour autoriser le port 21, le port 22, pour le SSH, le FTP, et deny le reste. Et moi, je peux les modifier, je peux en ajouter. Idem pour les règles sortantes. C'est tout au clic, c'est très visuel, c'est très simple. Alors idem, c'est très simple pour les personnes qui ont la notion de firewall, de port. Oui. On est sur un autre public que le VPS, ce qui de base peut être aussi compliqué pour un développeur, parce que pour un développeur, je veux dire, bon vas-y, là maintenant il va falloir que tu gères toutes tes IP tables sur ton serveur d'application, que tu fasses en sorte qu'elles soient toujours à jour, qu'elles soient persistantes, qu'elles soient sauvegardées. C'est des questions qu'on ne se pose pas là. C'est-à-dire que là tu es une seule personne, tu peux gérer énormément de choses. Tu peux gérer du travail pour peut-être 3-4 personnes, et sans compter le fait que tu es débutant. Après tu vas aussi te familiariser avec le service, et là j'en parlerai à la fin, mais là on peut vraiment faire des choses très puissantes. Donc là, on voit que nos petits workers sont apparus. On va retourner sur notre interface admin.
On va recharger. Et on les voit. Concrètement, je n'ai rien fait. Donc le scaling horizontal de mon infracube, c'est peanuts. J'ai pas besoin de réfléchir. Après, bon, c'est toujours mieux de faire des petites recherches sur les technologies pour comprendre ce qu'on veut déployer dessus, mais c'est quand même extrêmement puissant. Donc je vous ai montré le scaling, je vous ai montré le Hello World. Maintenant, je vais vous montrer rapidement sur le nœud master. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut afficher kubectl version. Donc là, on peut voir la version qu'on a installée, la version de Customize. Je viens pas là-dessus, c'est assez technique. Mais on retrouve bien la version qu'on a installée, command line. Et je peux vous montrer. Hop. Et là, on voit tous les nœuds de notre environnement Kubernetes. Donc c'est la preuve qu'on peut aussi tout faire en command line. En fait, c'est un peu comme tu veux. Tu es très débutant, tu fais tout au clic, t'es un peu expert. C'est le rêve pour apprendre aussi. Bah, moi personnellement, quand j'ai débuté Infomaniac, j'ai appris énormément de choses au cours des 2 premières années, avec Gelastic, parce qu'en fait, ça regroupe toutes les technos. Donc, c'est vraiment super. Donc là, je pense qu'on en a assez dit pour la partie cube. Maintenant, on va s'adresser à un autre type de public. Hop. Pareil, on va revenir un peu sur le thème des CMS. Donc voilà, je suis un freelance ou alors je suis une petite PME, j'ai 1 ou 2 développeurs et je veux déployer un blog et le gérer très facilement. Et c'est pareil, on va dans la marketplace, hop, et on va chercher Ghost. Donc là, idem, on peut choisir son nom d'affichage, sur quel data center. Ensuite, une fois que c'est installé, je vous montre la petite image qu'on est censé voir. Voilà, donc on a le lien de notre blog, le lien pour créer notre compte admin, pour gérer l'administration du blog, et après, il n'y a plus qu'à en fait. Il n'y a plus qu'à travailler dessus. Alors, on revient sur notre interface. Et juste pour les gens qui se demandent ce que c'est Ghost, c'est une alternative à WordPress, c'est aussi open source, c'est codé en Node.js, et ça permet de faire un site internet, un blog ultra réactif, et avec une interface d'administration qui est un vrai plaisir. Qui est, vraiment sympa, quoi. WordPress, pour ceux qui suivent de près, est en train de beaucoup évoluer pour se mettre à niveau. Donc, ils vont dans la bonne direction. Exactement. Mais là, avec Ghost, si vous avez pas besoin d'avoir un site multilangue, c'est vraiment une expérience extraordinaire pour vraiment gérer un site et un blog. Donc là, on voit notre blog. Donc voilà, Infomaniac blog démo. Mais on se dit, c'est bizarre, mon site est en HTTP. Oh là là, comment est-ce que je pourrais le mettre en HTTPS? Et le nom de domaine est pas très joli. Alors, on va encore montrer un peu une force du produit. Donc moi, je vais mettre du HTTPS sur mon site. J'ai pas trop de connaissances. J'appuie sur SSL intégré. Donc ça veut dire que s'il est intégré directement au endpoint qui est donné à la création de l'environnement, donc toujours basé sur le suffixe de Gelastic. J'appuie sur appliquer. Donc là, j'ai pas beaucoup réfléchi. Donc là, il est en train de faire les modifications. Et logiquement, si on est dans la magie de la démo, j'aurais plus qu'à ajouter un petit S à mes deux URL. Parce que là, vous voyez, elle aussi en HTTP. C'est voulu pour la démo. On devrait avoir un accès direct. Donc voilà, c'est bon, c'est fait. Hop. Et là, hop. Et ouais, c'est fait. C'est fait. Donc là, il faut que je me reconnecte, mais on est bon. Logiquement, c'est des identifiants qu'on a mis tout à l'heure. Parfait. Et là, je suis en HTTPS. Nickel. Idem pour le blog, C'est exactement la même chose. Donc là, hop. Et là, on en a HTTPS. J'ai aucune connaissance de comment marchent les certificats. C'est tout intégré à la plateforme. Donc là, pour la partie gauche, je pense qu'on est bon. On a compris. Maintenant, on va se pencher un petit peu sur divers paramètres qui sont disponibles sur les environnements. Donc, on a parlé du pare-feu. On a parlé de l'accès SSH au niveau de l'interface web. Mais, pareil, moi, j'ai pas envie de passer par l'interface web toute ma vie. J'ai envie de travailler sur mon propre terminal. Il te suffit d'ajouter ta clé publique. T'ajoutes ta clé publique au serveur. Donc, tu la copies-colles. Il y a vraiment rien à faire de spécial. Et ensuite, sur Gelastic, quand tu vas vouloir faire, donc là, il me dit, bah non, je peux pas encore donner les commandes parce que t'as pas mis ta clé publique. Si je mets ma clé publique, il va même me donner la commande SSH avec le port précis. Et au cas où vraiment tu sais pas trop ce que tu fais, tu copies-colles sur ton terminal, tu es connecté en SSH sur ton nœud. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, super. Le pare-feu, on l'a vu. Alerte de charge. Donc là, on arrive aussi sur quelque chose d'assez fort. Donc là, on revient sur l'exemple d'où j'ai déployé un site pour novembre, où il va y avoir beaucoup d'affluence pour Noël, etc. Moi, je veux être averti à chaque moment où en fait il y a beaucoup d'audes, etc. Et ben, tu peux en fait tout simplement le configurer ici. Donc là, ça veut dire que quand la charge va dépasser ou la mémoire va dépasser 80%, je vais recevoir une alerte. Je peux évidemment le customiser. Je peux même dire 80% de load pendant 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Donc c'est vraiment très très précis. Et c'est ça qui est fort, c'est que toute cette partie-là de test, de charge, etc., qui est en vérité assez... C'est presque un plaisir avec ça. Et voilà. Et normalement, ça c'est assez dur entre guillemets dans notre métier parce qu'il y a plein de technologies qui rentrent en compte pour tester du JS, etc. Là, on s'en fiche. Tout est directement inclus dans la solution. Donc c'est vraiment super. Le redimensionnement horizontal automatique. Alors ça aussi, c'est pas mal. Donc là, par exemple, hop. Donc là, c'est pour mon serveur d'application, donc celui-ci. Et donc là, c'est pareil. Si ma charge dépasse 80%,
pendant 5 minutes, eh ben je veux que tu m'en mettes 3. Et je veux que tu me les fasses un par un par contre. Par exemple, si tu veux, tu dis bah moi tu me les fais apparaître 2 par 2. Voilà, c'est vraiment c'est incroyable, t'as le graphe à côté. Idem pour la suppression des nœuds. Donc là au niveau de la gestion de ses ressources et du coup de son budget en fait, puisque tes ressources derrière c'est ton budget. C'est fou parce qu'en fait c'est très précis quoi. Ouais, on paye vraiment que ce qu'on a vraiment besoin. Exactement. Et puis c'est très direct. Ouais. C'est un peu un bac à sable où il y a énormément d'informations, mais tu peux pas détruire ton compte, ou détruire les choses que t'as faites. Tout est pensé pour que ça soit idempotent aussi, donc c'est vraiment sympa. Et le nom de domaine, où est-ce qu'on le changerait si on avait envie? Hop, on arrive ici, c'était le tout premier onglet. Donc si bah voilà, on veut pas utiliser le nom de domaine Gélastic, eh ben il y a tout un tuto qui est disponible pour en fait aller setup de notre côté chez notre registraire, par exemple Infomaniac, par exemple. Hein. On peut voilà se mettre notre propre nom de domaine, on met une IP publique sur notre serveur. Il suffit de renseigner dans la gestion DNS. Ce que tu as montré tout à l'heure. Ouais. Et c'est fini. Et pareil, une fois que tu as ton nom de domaine personnalisé, tu peux aussi du coup faire ton SSL personnalisé, parce que là ça sera plus le SSL au simple clic que je vous ai montré. Et ben c'est pareil, tout est indiqué. Tu déposes tes clés de serveur, ton certificat, tu cliques sur sauvegarder et c'est bon, tu as ton HTTPS personnalisé. Et ça marche aussi avec les SSL gratuits de Let's Encrypt? C'est basé sur ça en fait. Ah super. Donc là je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Pour conclure, donc là je vais vraiment m'adresser aux personnes les plus techniques, mais en vrai à tous. Tout ce qu'on a vu, en fait, peut être codé, donc dans la logique infra as code. Donc ça c'est vraiment c'est pas un terme à la mode, c'est vraiment le paradigme actuel pour déployer des applications cloud. Donc c'est-à-dire qu'on code notre infrastructure. C'est-à-dire que cet environnement là, je le code avec le langage de Gélastic, qu'on appelle le cloud scripting. Et en fait, je le déploie, je peux le gérer en CI, en continu. Je peux le tester aussi directement mon code sur l'interface Gélastic. Je peux importer du code de GitHub. Il y a une documentation très précise et en fait, je peux gérer tous mes environnements, la création, la suppression, les ressources, tout. Vraiment, tout ce langage de programmation, en fait, bah, il est basé sur l'API de Gélastic. Parce qu'en fait, ce qui est caché, et après je conclue sur ça, ce qui est un peu caché à l'utilisateur, c'est que le fameux marketplace où tu vas déployer tes applications, bah, en fait, derrière, c'est du cloud scripting qui est fait. Et tout est open source. Vous tapez Gélastic GitHub, vous tombez sur le code du cube, etc. Vous tapez Infomaniac, Gélastic, add-on, et pareil, vous allez tomber sur pas mal d'add-ons qu'on a développé chez Infomaniac. On peut les voir ici. Il y a un add-on de backup, l'add-on pour les CPU virtuels. Il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a un add-on de backup qui vous permet de très facilement sauvegarder des environnements dans Swiss Backup de manière automatisée. Exactement. Allez, je vous le montre 2 minutes. Voilà, c'est un peu mon plaisir. Voilà, donc là, il y a une petite pop-up parce que c'est la première fois qu'on le lance qui nous explique en fait où est-ce que sont backupées les données, comment est-ce qu'on peut avoir un compte Swiss Backup. Hop. Et ensuite, on arrive sur cette interface. Il suffit de nous mettre notre username Swiss Backup, le password. On choisit backup. Soit je choisis de backuper l'ensemble de vos conteneurs, ou alors j'ai des dossiers spécifiques, donc je les renseigne. La période de rétention, je veux garder ce backup pendant 1 an, 3 mois et 2 jours, bah je le renseigne. Je veux des backups 1 fois par jour, 1 fois par heure. Je choisis l'environnement, lequel nœud dans lequel je fais des backups, et je go sur installer. Donc pareil, hébergé sur les infra Swiss Backup, donc chacun des backups est répliqué 3 fois dans 3 zones différentes. Tout est relié en fait. Moi j'ai une question. Dis-moi tout. Je suis développeur. Franchement, moi ça me vendrait du rêve. Et je me dirais, est-ce que je peux compter sur cette solution dans le temps long? Est-ce que c'est mis à jour? Est-ce que ça évolue? Est-ce que les versions de Cube sont maintenues à jour? Eh ben exactement. L'ensemble des technologies que j'ai présentées sont maintenues et mis à jour par Gélastic et aussi par nous. Donc, tout dépend qui a développé quoi. Par exemple, l'add-on de Swiss Backup, il est mis à jour et développé par nous. Pareil pour les versions Cube. Tu as vu qu'on était en 1.28. C'est quand même pas mal. On est quand même sur les tops des 3 dernières versions si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez impressionnant et c'est pareil pour l'ensemble des add-ons qu'on voit dans le marketplace. Et il peut arriver, par exemple, qu'il y a un plugin qui est pas à jour. Donc l'install tombe en erreur parce que c'est pas à jour. Ça nous est remonté. Et nous, de notre côté, on le met à jour, on voit avec Gélastic et c'est très rapide. C'est un workflow qui est super sympa. Est-ce que il y a des défauts ou des limites à Gélastic? Ah, en vrai, oui. Malgré l'amour que je porte pour ce produit, oui, il y a des limites. Il y a des limites. C'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir, la partie création d'environnement est très automatisée, très guidée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas choisi d'avoir cette IP privée. J'ai pas de notion de routing, j'ai pas de notion de route, de NAT, etc. Donc, on est à la fois guidé, donc du coup, cantonné. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut pas maîtriser. Et c'est là où, en fait, des produits comme le public cloud, ont une vraie force. C'est que l'ensemble des briques, des stacks, donc applicatives, réseau, parce que là, on parle pas de réseau, peuvent être gérés de notre côté.